Donc bienvenue à cette conférence qui ce soir est sur le thème de Noël en famille. Alors c'est une occasion puisqu'on est dans la période de Noël. Je me suis dit tiens quel thème je vais choisir. L'année passée j'avais choisi l'amour en hiver. Et là, j'ai choisi Noël et tout ce qui concerne le couple et la famille, puisque vous verrez que dans mon exposé, il y a autant de personnes qui considèrent que la période de Noël et la fête de Noël est plutôt quelque chose de joyeux, de magique, de féerique, de sympathique, de chaleureux, et puis une autre partie de la population qui considère au contraire que la période de Noël et les festivités de Noël, on les appelle les Noëlophobes, c'est plutôt une période déprimante ou stressante. C'est considéré, Noël est considéré comme un facteur de stress pour beaucoup. Et donc, vous verrez qu'il y a vraiment un millimélo affectif sur la représentation de la fête de Noël et que c'est pas si évident pour tous de traverser cette période de manière ludique, festive et familiale. Voilà. Donc je me suis intéressée à ce thème et mon intention dans cette conférence, c'est de vous aider ou de voir les ressources que peut apporter la fête de Noël et de voir si ce n'est pas le cas, si pour vous c'est plutôt une épreuve qu'une fête ressourçante, eh bien comment vous pouvez traverser au mieux ces difficultés, cette épreuve, et que ce soit moins douloureux, moins fastidieux, moins laborieux pour vous, et que ce soit quand même avec plus de facilité la prochaine fois que vous approcherez de vos fêtes de Noël en famille. Voilà. Donc Noël, c'est, comme je disais à l'instant, c'est à la fois la représentation que y a quelque chose d'important au niveau collectif. Il y a comme un représenté social collectif, comme quoi on va aller dans quelque chose de familial, de quelque chose de joyeux, de léger, surtout de partage, de convivialité. Donc ça, c'est souvent l'idée qu'on se fait de la symbolique de Noël. Et c'est rattaché, au départ, c'était une fête religieuse, juste après, après ça symbolise la naissance de Jésus-Christ, et encore que les dates ne sont pas tout à fait justes, puisqu'à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, il n'y avait pas de possibilité de dater la naissance, mais symboliquement, ça représente cette fête de Noël, la nativité, donc on fête aussi une fête religieuse, mais avant, c'est pour ça que c'est mélangé, parce qu'avant cette célébration religieuse, c'était aussi, dans cette période-là, une période de festivité dans les mythes païens. Et il y a toujours eu dans ce solstice, autour de la période du solstice d'hiver, des célébrations, des festivités où justement la population se lâchait, en profitait pour faire des fêtes, de se lâcher, de s'amuser, de boire, de faire ripaille, enfin des choses comme ça. Et donc ça c'était avant la fête religieuse de l'anniversaire du Christ. Et après, une fois que c'est devenu une fête religieuse, donc c'était quelque chose de plus serré, de plus étroit, de plus propre, de plus correct, on va dire ça comme ça, avec la messe de minuit, enfin des choses comme ça. Et il y a toujours eu une controverse sur cette fête de Noël entre le côté plutôt païen, désordonné, chaotique, le côté festif et rigolo, et puis le côté ordre, carré, tradition, rituel, conservation des mœurs religieuses, etc. Donc ça a toujours été de tout temps entre cette controverse entre les païens qui veulent vraiment faire la fête et s'épancher, et ceux qui ont plutôt envie de retrouver le côté conservateur et traditionnel du rituel de la fête de Noël, avec le côté cadré et carré de Noël, ordré, on pourrait dire ça, comme on dit en Suisse. Donc vous voyez que c'est milli-milo, c'est mitigé, c'est chaud-froid Noël, c'est à la fois, on va voir dans cet exposé, à la fois quelque chose qui peut être vécu comme très ressourçant, ou au contraire très compliqué.
n'est pas évident du tout. Moi, je vois dans mon cabinet, hein, comme je suis psychologue, psychothérapeute, je vois quand même souvent des personnes, moi plutôt en souffrance par rapport à cette période-là, voire en dépression, et en profiter pour être bouleversée parce que justement, par rapport à ce caractère de famille où les personnes sont censées faire la fête en famille et partager quelque chose dans leur clan initial, dans leur tribu, hein, quelque chose qui s'apparente au cocon, à la chaleur familiale, au partage, à la sécurité du clan, hein, eh bien certains vont souffrir justement d'être en manque de ça, hein, d'être isolés, de ne pas avoir ça sous leurs mains, alors que les autres ont l'air de tellement s'amuser et de tellement festoyer, et que c'est tellement chouette d'être en famille, et qu'ils ont la famille de leurs rêves, et eux pas. Hein, donc ils vont penduler dans le manque de ça, et donc s'offrir une aggravation de leur état dépressif, ou sombrer dans les autres vont bien, mais pas moi. Hein, ou alors sombrer dans, souvent sur ces personnes-là, d'ailleurs qui sont plutôt traumatisées depuis leur enfance sur les fêtes de Noël, on va trouver je mérite pas d'aller bien ou je mérite pas d'être aimé, et donc je vais aggraver mon cas en me représentant que les autres fêtent famille en Noël et eux vont bien, hein, partagent quelque chose d'intéressant et moi pas. Hein. Donc ça se joue aussi à travers nos constructions scénariques, nos empreintes familiales de notre histoire, de notre parcours face aux fêtes de famille. Voilà. Donc je disais en introduction que quand même Noël c'est vécu symboliquement comme une fête, parfois une période très chargée. On arrive à l'hiver, là, on est en période d'hiver, on voit que c'est plutôt un temps d'hibernation normalement, hein, on est plutôt dans une période de se retirer intérieurement, hein, de rester chez soi, de prendre le temps d'aller à l'intérieur par rapport à l'été où on est plutôt vers le monde extérieur. Et justement, peut-être que le fait de se retirer à l'intérieur comme ça, d'hiberner, de s'extraire un peu du monde, ça ce serait ça au niveau du rythme des saisons qu'on devrait s'offrir. Eh bien, certains arrivent en fin d'année, là, je sais pas vous, mais moi je suis un peu fatiguée parce qu'on devrait bosser moins alors qu'on a toujours un rythme souvent infernal au niveau du travail. Plus l'agitation, ça peut être une pression aussi de réussir Noël, de faire les cadeaux, de voir chez qui on va, etc. Donc il peut y avoir une agitation, un agrandissement des tensions, hein, alors qu'on devrait, au contraire, de par la saison, ralentir, hiberner, se cocooner, s'extraire un peu plus, dormir plus, il fait nuit plus tôt, etc. Donc on ne devrait pas se rajouter normalement du stress en plus de tout ce qui est déjà proposé. Hein. Et on voit que cette période de Noël, elle peut être justement une opportunité d'aggraver l'agitation, d'aggraver la tension et le stress, justement en voulant se rajouter cette obligation qui parfois est vécue comme une obligation, Noël, on le reverra, hein, ou au contraire une anticipation positive, mais quand on anticipe quelque chose qui va bien se passer, c'est de nouveau une activation dans le système nerveux. De nouveau, c'est quelque chose qui est tendu. Hein, c'est pas je me relâche, je me relâche. C'est à l'idée qu'il va falloir aller dans ma famille, retrouver les miens, etc., faire des cadeaux. C'est de toute façon une activation, même si c'est joyeux, c'est de toute façon une activation. Et parfois, on a besoin de se mettre beaucoup moins la pression dans ces périodes-là. Donc certains le vivent, comme je le disais, plutôt bien. Ouais, super, c'est une occasion de faire la fête. Et puis certains vont au contraire se mettre encore plus la pression et aggraver leur stress, et ça ne va pas leur faire du bien. Par rapport à la fête de Noël, il y avait une enquête qui avait été menée. Il y a 8 personnes sur 10 qui disent comme ça, qui considèrent que c'est un moment convivial. Il y a un quart des sondés qui sont totalement indifférents à Noël. Ça leur passe au-dessus. Et il y a un tiers des personnes qui sont stressées. Voilà. Donc c'est soit vécu comme un moment d'anxiété, comme je viens de le dire, soit une pression.
faut bien faire, faut pas se planter dans les cadeaux, faut faire plaisir, faut. Il y a plein de il faut. Hein. Et puis, ça peut être aussi vécu comme, je le disais, pour certains, une forme d'impuissance. Les autres festoient, les autres font des retrouvailles de leur famille, c'est sécurisant pour eux et moi pas, donc je me sens impuissant, seul, isolé, je suis seul contre le monde entier, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et en même temps, donc dans le côté plutôt positif, on va voir le côté que vous voyez là. Moi, je passais à la comédie tout à l'heure. On voit le côté féerique, magique, les lumières, les bougies, les illuminations, voilà, toute la symbolique de Noël, le Père Noël, enfin voilà. Donc ça brille et ça scintille de partout, y compris au niveau des magasins. Vous avez vu aussi que ça brille partout dans les magasins. C'est une période aussi, on le verra, qui est extrêmement commerciale. Et certains sont très critiques par rapport aussi à cette affaire commerciale et marketing autour de Noël. Mais en même temps, ça brille. Donc ça brille, ça en met plein la vue. Mais qu'en est-il pour nous ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous active ou est-ce quelque chose qui nous active positivement ou qui nous active tellement que ça passe en débordement et que ça nous met plutôt en stress ? C'est ça qu'il faut regarder et on verra justement comment Noël peut être plus une ressource pour vous qu'un moment d'activation élevée au niveau du stress. Alors, je vais en profiter pour faire justement déployer. Après, je vous laisserai la parole pendant un moment, mais je voulais voir avec vous le côté ressources. D'un côté, je voudrais faire un tableau avec vous sur les ressources et sur le côté plutôt négatif, le plutôt stressant ou difficile. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est ressourçant dans les périodes de fête de Noël ou dans l'idée d'aller fêter Noël en famille, et qu'est-ce qui est vécu comme difficile. Donc je vais mettre d'un côté les ressources. Alors les ressources d'un côté, ou je mettrai... oui, ici, je vais mettre les difficultés de l'autre. Difficultés. Parce que c'est souvent les deux en même temps. Ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est normalement, Noël, on le fête en famille. Donc, il y a le mot famille. Donc, vous êtes d'accord, famille, c'est le clan. On va retrouver notre clan d'origine. Donc, le côté, je dirais, peut-être pour certains facilitant ou ressourçant, c'est de se retrouver dans le clan. Et le clan, ça a un côté cocon. Vous savez, on se retrouve dans quelque chose qui peut avoir quelque chose de l'ordre de la sécurité familiale. Je peux me retrouver dans ma famille et donc je peux me laisser aller parce que c'est papa maman qui prend en charge. Je peux me remettre dans ma chambre tranquille. Je fais pas à manger, je me laisse aller. Les grands s'occupent de moi. Donc ça va donner éventuellement aussi ce qu'on appelle un côté. Ça peut être une régression, mais ça peut être une régression positive ou une régression négative. Alors, une régression positive, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est le côté, là, c'est plutôt négatif. Régression positive, c'est « super, je me fais prendre en charge, j'ai plus rien à faire, je suis chez mes parents. » C'est comme quand j'étais petit ou petite. « Ouais, cool et tout, c'est sécurisant, c'est eux qui sont au contrôle et pas moi. » Donc, il y a un côté où je peux laisser aller les choses. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, ça dépend de votre famille et de comment ça a été vécu les relations avec votre famille, les relations affectives. Ou au contraire, ça peut être une régression négative. Régression négative, c'est je me retrouve chez moi et je retrouve à l'identique les mêmes problèmes non réglés qu'à l'époque. Rien n'a changé. Donc, papa, maman, c'est à peu près du même acabit. La place dans ma famille, c'est à peu près du même acabit. Je ne sais pas où est ma place. Le problème avec les frères et les sœurs, la rivalité peut-être potentielle. Est-ce que mes parents sont toujours exigeants par rapport à moi? Est-ce qu'ils me... Voilà, donc il va y avoir toutes ces problématiques. Ça s'appelle une régression négative. C'est-à-dire, j'y vais, mais c'est pas très agréable, c'est pas très confortable, parce que je vais régresser en tant qu'adulte
comme si j'étais un enfant. C'est-à-dire, je vais vivre Noël en famille, comme si j'étais une petite fille, avec les yeux d'une petite fille ou d'un petit garçon de l'époque que j'étais, alors que j'ai grandi, j'ai maturé, je suis un adulte. Mais je le vis comme si j'étais encore petit, avec les mêmes yeux, avec les mêmes attentes, avec les mêmes espoirs et avec les mêmes déceptions. Donc ça, c'est vraiment problématique. C'est ce qu'on appelle une régression négative. Donc vous voyez qu'on peut faire une régression positive, ou une régression négative au moment des fêtes de famille de Noël. J'étais sur la notion donc de clan. Le clan, c'est la tribu, c'est le groupe. Et le groupe, ça renvoie à la notion d'appartenance, à la notion de se sentir inclus dans un clan, inclus dans un groupe. Et ça, c'est très profond dans nos besoins primaires chez l'individu. Vous allez voir vous avez remarqué que si on a survécu, nous les humains, c'est parce qu'à la préhistoire, on faisait partie de clans, de groupes, et qu'on s'entraidait à l'intérieur de tribus, de groupes. Donc la notion de groupe est très très importante et on peut faire un parallèle avec Noël en famille puisqu'on va retrouver son groupe, sa tribu, son clan et il peut y avoir quelque chose de très primaire là-dedans qui peut consister à être je retrouve ma tribu donc je fais face contre les ennemis qui sont à l'extérieur des frontières de mon clan. Ça peut être aussi dans l'inconscient collectif quelque chose de cet ordre-là. Donc ça renvoie, le clan peut renvoyer à la sécurité dans les membres du clan. Ou à l'inverse, le clan peut faire figure de représentation justement négative. Ça peut être un clan anxiogène. Votre clan, demandez-vous si votre famille est plutôt pour vous vécue comme quelque chose de sécurisant ou au contraire quelque chose d'angoissant. À l'idée de retourner en famille, est-ce que vous vous sentez sécure ou insécure ? Donc, selon les vécus et les mémoires de vous en tant qu'enfant, c'est toujours plus ou moins l'histoire du clan, parce que normalement, c'est censé être sécure. Et certains adorent retrouver leur famille, parce qu'ils se disent « Ah, ça y est, je suis dans mon clan ». Ou d'autres, au contraire, vont anticiper l'idée qu'ils vont retourner dans leur clan d'origine, et ils vont se dire « Ah, mais je vais me retrouver vraiment avec tous les problèmes et tous les espoirs ». Moi, j'ai vu tous les espoirs qui restent encore dans ma tête d'adulte sur mes parents, comme quoi mes parents devraient m'accueillir inconditionnellement, m'aimer inconditionnellement, et pas me faire des reproches et pas exiger de moi des choses. Et moi, j'ai vu par exemple, il n'y a pas très longtemps de ça, une jeune femme qui est une de mes patientes, et ça fait plus d'1 an que je tourne autour du pot avec elle sur cette question qu'elle puisse faire le deuil de l'espoir d'une famille rêvée, une famille idéale, parce que sa famille était plutôt traumatique, dysfonctionnelle, mais en tant qu'adulte, elle n'arrive pas, là c'est récent, elle arrive à le faire, elle a lâché, elle a fait le deuil de cette famille rêvée, mais elle gardait l'espoir secrète que peut-être un jour ses parents allaient se transformer en bons parents. Et donc, les fêtes de Noël, pour elle, c'était assez anxiogène, mais c'était quand même toujours dans « je vais y aller, je vais faire l'effort d'y aller parce que je vais imaginer que peut-être ces mauvais parents, qui sont en fait des parents déguisés en parents dans des peaux d'enfants, c'était le cas de ses parents qui n'ont pas pu la protéger, c'est elle qui protégeait ses parents dans cet exemple, et elle retournait quand même, elle faisait l'effort, elle dit mais cette fois-ci je vais encore y aller cette année, l'année dernière j'ai fait l'effort d'y aller, ça s'est mal passé, mais là je vais y aller et je pense qu'en faisant l'effort d'y aller, ça va peut-être changer, parce que j'ai l'espoir qu'un jour mes parents se transforment en bons parents. Donc cet espoir d'un clan positif, parfois, je ne sais pas si c'est peut-être votre cas, dure, et c'est plutôt nuisible pour vous parce que vous voyez avec des yeux d'enfant et vous conservez cet espoir que vos parents se transforment en bonne figure, en figure plutôt positive, alors que ces parents-là, en général, qui sont des enfants intérieurs dans des peaux de parents, sont absolument incapables de changer, se transformer en bons parents jusqu'à la fin de leur vie. Dans les familles très dysfonctionnelles, ils sont comme ça, ils sont archi-traumatisés, ils vont peut-être pas changer en 2 coups de cuillère à peau. Donc cet espoir, en fait, il est déçu, redéçu, déçu et déçu. Et c'est intéressant de voir, mais si je vais encore et toujours dans cette famille qui est insécure, est-ce que je garde cet espoir secret qu'un jour il se transforme, et est-ce que je peux un jour faire le deuil et les prendre à l'endroit où ils sont, ma foi,
c'est-à-dire arrêter de les vouloir autres que ce qu'ils sont. Et donc cette compétence qui est de lâcher l'espoir de l'enfant, mais de pouvoir les prendre exactement à l'endroit où ils sont sans vouloir les transformer, là vous allez trouver une paix en vous. C'est pas une histoire de pardon, je suis pas tellement d'accord avec cette histoire de pardonner aux parents, mais c'est plutôt une histoire d'être plus tranquille, de gérer ça tranquillement, au lieu d'y aller avec des attentes considérables et de vouloir vos parents autres, alors qu'ils en sont incapables bien souvent. Ils sont comme ils sont. Puis vous savez qu'avec l'âge, en fait, les structures de défense se rigidifient. Donc en fait, s'ils n'ont pas travaillé sur eux pendant la période active, ils vont s'aggraver. Hein. Donc ils vont pas se transformer en bons parents, ils vont au contraire être toujours encore plus sur leur névrose. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc avoir beaucoup d'espoir, ça peut être vraiment un vrai problème. Voilà. Noël, c'est souvent je le mets plutôt dans les difficultés, c'est souvent vu comme une obligation. Ça peut être vu comme l'inverse d'une obligation, c'est un choix. Hein. C'est une envie, un choix, une envie délibérée. Mais c'est souvent, pour beaucoup de gens, vu comme une obligation, il faut aller en famille. Wow. Bon, alors la prise de tête. Donc c'est la pression. Donc il faut aller en famille, pourquoi? Parce que c'est conforme. Parce qu'à Noël, la loi sociale, hein, ça fait des années qu'on dit, enfin on a toujours dit qu'il fallait aller en famille à Noël, voilà. Alors c'est tout ce qui est conformité, se conformer aux règles, aux normes sociales, sans se poser de questions. On se conforme à un cadre, c'est obligé d'aller en famille, sinon on va décevoir. Et si on les déçoit, on va se faire allumer et on va peut-être se faire rejeter du clan. Donc pour pas déranger, pour pas se faire rejeter, etc., c'est souvent vu comme une obligation. Une obligation, voire donc c'est quelque chose de lourd. Vous savez que dès qu'il y a du « il faut » dans l'air, enfin, je vous le dis si vous ne le savez pas, dès que vous mettez la phrase « il faut », eh bien, c'est une injonction interne et donc il y a souvent de la culpabilité, hein, c'est un devoir moral d'y aller et donc il peut y avoir de la culpabilité à ne pas faire comme il faut faire. Donc c'est vécu souvent comme une obligation parce qu'il y a des déplacements, parce que ce que je viens d'expliquer, peut-être il y a l'espoir que les parents soient des parents aimants ou la famille, parce que pour plein de raisons c'est une obligation, parce qu'il y a aussi ces histoires maintenant de familles recomposées, n'est-ce pas? Et donc où est-ce qu'on va? Alors la question ça va être où, hein? Où je mets au milieu? Où va-t-on passer les fêtes de Noël, hein? Dans quelle famille allons-nous choisir? La prise de tête là. Alors, est-ce que nous allons dans la famille, dans la belle famille, ou est-ce que nous allons dans ma famille? Alors, c'est genre le casse-tête chinois, là. On se prend la tête pour faire plaisir aux uns et aux autres. Alors, quand même, j'ai juste regardé un article d'une enquête sociologique récente qui disait comme ça que, à l'heure actuelle, comme il y a beaucoup de familles recomposées, il se trouve que ça s'est quand même un peu arrangé, ces histoires de où va-t-on fêter en famille. On est devenu plus créatif, moins rigide, moins conventionnel à l'idée de décevoir les uns et les autres. Donc on invente des Noëls ou des dates où ça arrange un peu tout le monde. On devient plus créatif en fait. Hein. C'est-à-dire que peut-être on fait le 24 chez la belle famille, le 25 dans la famille, ou alors il y en a certains qui se disent on va réveillonner chez vous, on va assouplir en fait les dates, voilà. Donc c'est moins grave si on vient pas chez vous, voilà. Ou alors on peut sauter un Noël, on part à l'étranger. Donc vous voyez, il y a des arrangements sociologiques du fait des familles recomposées et du tracas que ça cause, parce qu'on veut faire plaisir aux enfants bien souvent, mais de nouveau, par rapport à si on prend, ah oui, on va d'abord s'occuper des enfants, on va voir si les enfants, on peut faire tout, on va tous se mettre pour les enfants à se voir tous ensemble. C'est aussi des fois très compliqué de réunir tout le monde pour les enfants. Hein. Puis il y a des conflits entre mon ex, le nouveau, le présent, etc. Donc des fois c'est compliqué de réunir tout le monde. Mais il se trouve dans cette enquête sociologique que il paraît qu'on s'arrange mieux avec ces conventions
qu'avant où c'était plus rigide, où voilà, il fallait vraiment qu'on retourne dans sa famille d'origine et que sinon on se faisait engueuler, taper dessus, rejeter. C'était plus un mode obligation-soumission. Donc maintenant c'est un peu moins le cas. Il y a même des personnes qui envisagent beaucoup plus facilement de passer Noël dans leur famille de cœur, hein, on dit ça comme ça. Donc ça c'est plutôt une ressource, c'est-à-dire je choisis ma famille de cœur, qui est ma famille, ma tribu d'adoption, et pas ma famille initiale, qui est mon clan d'origine, sur lesquels j'ai pas forcément envie d'aller. Voilà, donc ça aussi, on va inventer Noël. Donc il y a des personnes qui vont se soumettre, alors là on va voir apparaître en difficulté le côté, ce que j'appelle l'enfant adapté soumis, puisqu'il y a une obligation, il y a une contrainte, souvent ça peut être vécu comme une contrainte d'aller aux fêtes de famille, pour se conformer, pour faire comme tous. Donc il peut y avoir une partie de nous qui est soumise, ce qu'on appelle l'enfant adapté soumis en nous. C'est une partie de nous qui se met à vouloir faire plaisir. Donc l'enfant adapté soumis en nous veut faire plaisir. Donc il faut faire plaisir aux autres. Et vous voyez qu'on se met la pression. Donc ça va avec les difficultés. Et quand il y a beaucoup d'enfants adaptés soumis à l'intérieur de nous, on se met beaucoup la pression et il y a souvent la culpabilité. On va se blâmer si on ne fait pas correct. D'accord ? Donc il y a certaines personnes qui sont enfermées dans ce mode soumission. Et pour info, quand il y a beaucoup de soumission à l'intérieur de vous, il va y avoir beaucoup de rébellion. Voilà, parce que la rébellion n'est pas loin. Qui dit enfant adapté soumis, dit enfant adapté rebelle, pas très loin. Alors c'est quoi cette affaire ? Donc ça va passer à l'enfant adapté rebelle, qui est toujours négatif. Les deux sont des états du moi négatifs en analyse transactionnelle. Donc enfant adapté soumis, c'est une partie de moi qui veut se conformer, qui veut bien faire les choses, qui veut être gentil. Et ça passe souvent à l'enfant rebelle, qui lui envoie tout péter et qui veut plus du tout se conformer. Je vous donne un exemple. Donc vous vous sentez obligé d'aller dans votre famille pour fêter Noël. Bon déjà, ça vous met la pression, c'est loin, faut y aller, vous dites oh là là, bon bref, c'est compliqué. Vous arrivez là-bas, vous faites des efforts pour vous adapter à votre famille, parce qu'il y a des règles, il y a des codes. Quand vous arrivez dans votre famille d'origine, eux, ils ont des habitudes. Donc, vous arrivez en mode enfant, donc en mode enfant, enfin enfant, pas en enfant soumis, mais même. Donc, vous êtes obligé de vous conformer à leurs règles, à leurs codes à eux. Vous arrivez dans leur maison, c'est pas votre maison, Donc vous vous conformez à leurs coutumes, à leurs règles. Faut-il se coucher tôt le soir ? Faut faire des apéros qui durent longtemps. Il y a des repas de famille qui durent. Voilà, on peut pas tout dire. Donc il faut se contrôler. Donc si vous êtes beaucoup dans votre état d'enfant soumis, vous allez faire des efforts. Vous allez faire plaisir et vous allez faire des efforts pour être soumis à des règles. Mais au bout de 3 jours, vous en avez ras-le-bol, et vous pouvez passer en mode rebelle, en mode « ouais, putain, ça fait 3 jours que je me conforme à leurs règles, j'en ai ras-le-bol, maintenant je vais faire que ce que je veux », et puis c'est là où ça pète, c'est là où vous vous engueulez avec vos parents, c'est là où vous faites envoyer tout péter, quoi. Vous soumettez plus aux règles et aux codes, vous dites « maintenant je fais ce que je veux, de toute façon j'ai pas envie d'aller en balade avec vous, donc là j'irai pas avec Tantine, avec tout le monde, je vais dans mon coin, je veux faire ma sieste, je fais ma sieste ». Donc certains vont se balader en mode soumis ou en mode rebelle. Et ça, c'est intéressant de regarder jusqu'où je me soumets aux règles de mes parents ou de mon clan parce que je me sens pas avoir le choix. Et jusqu'où je passe en mode rebelle, qui est pas mieux, parce que c'est la même chose. Soumis ou rebelle, même combat. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas reconnu. La personne, elle dit « Ah bah j'envoie tout péter, maintenant je fais que ce que je veux, nananer ». Mais en fait, c'est simplement une manière de se rebeller parce qu'avant, il y a eu trop de soumission. Donc, c'est pas mieux. Autre exemple du mode rebelle, il y en a, par exemple, je les avais cités tout à l'heure, les noëlophobes, où il y a un nouveau mouvement anti-Noël qui sont le mouvement anti-consumériste.
Donc vous savez, c'est le mouvement de décroissance là. Hein. Donc à bas le marketing, on a ras-le-bol de la croissance, du consumérisme. Donc Noël, c'est propice à vendre les Black Friday, on consomme, on achète des cadeaux neufs. Alors il y a ras-le-bol d'offrir des cadeaux neufs aux enfants. Pourquoi on n'offrirait pas des cadeaux déjà usités, hein, par exemple? Pourquoi pas? Donc voilà, mais les gens n'osent pas encore faire ça. Hein. Souvent, on se dit, il vaut quand même mieux acheter un cadeau. On ne va pas acheter un cadeau déjà usité, on va acheter un cadeau neuf. Donc il y a ce mouvement quand même qui est très fort, qui est écologique et anticonsumériste. Bon, donc une certaine partie ont plus envie de fêter Noël avec toutes ces histoires de cadeaux, de dépenser de l'argent et d'alimenter cette société consumériste, hein, qui est liée au marketing. Donc il y en a qui veulent s'extraire. Donc ça, c'est qui veulent s'extraire de ça. Donc c'est leur côté rebelle en eux qui se dit, ah non, moi je veux pas faire comme tout le monde, je veux pas être conforme au marketing. Non, moi je vais faire différent. Bon, voilà. Donc, mais regardez de nouveau quand vous rentrez dans un groupe d'appartenance qui est le mouvement anticonsumériste, à partir de votre côté rebelle, c'est exactement la même chose qu'à partir du mode soumis. Parce qu'on est de nouveau dans une adaptation contre quelque chose. Donc vous rentrez dans un nouveau dogme, un nouveau diktat, qui est, moi je ne veux pas faire comme tout le monde, je fais anti quelque chose et je milite anti quelque chose. C'est exactement la même dictature que la dictature de la soumission aux règles. Parce que ce n'est pas relativisé, ce n'est pas questionné. Il faut faire anti-conforme. Et c'est exactement pareil. Que vous faites conforme ou anti-conforme, vous êtes dans le move de faire comme ou faire contre. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans, il n'y a pas de questionnement de choix contextuels. Parce qu'on pourrait très bien faire, pourquoi pas un peu de ça et un peu de mi. Non, là c'est ou comme ou contre. Vous voyez la rigidité, hein, on passe d'un dogme à un autre. Donc méfiez-vous des côtés soumis ou rebelles, parce que de toute façon, c'est dans la rigidité et c'est en analyse transactionnelle considéré comme un état du moi négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'adulte en nous qui prend du recul, qui analyse la situation et qui, lui, décide, mais de manière modérée et tempérée, en ayant toutes les informations. Donc c'est pour ça que pour moi, quelqu'un, quand je vois, mais d'ailleurs je monte toujours au créneau quand je vois le contre-mouvement. Hein, donc moi je suis ni pour ni contre Noël. Enfin personnellement ça m'est un peu égal. Je vois juste à l'extérieur, hein, en perspective d'un regard psychologique. Je me dis mais tiens, combien il peut y avoir de la souffrance qu'on soit dans un mouvement ou dans un autre par rapport à cette période de fête. Et moi c'est l'idée d'alléger la souffrance. Hein, c'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt que de rajouter de la souffrance là où il y en a déjà. Voilà. Donc c'est ce regard-là que je pose. Et quand je vois partir les gens en live dans un côté ou trop soumis aux obligations, de vouloir vraiment rentrer dans le cadre, ou de vouloir trop sortir du cadre, de ne pas faire comme on attend, hein, ça peut être le mouvement anticonsumérisme, mais ça peut être je ne fais pas comme mes parents attendent, hein, puisqu'ils veulent que je sois là, et ben moi je ne viendrai pas, moi d'abord, voilà, hein, et puis moi je n'offrirai pas de cadeaux, d'abord moi, et puis moi je ne ferai pas, enfin voilà, donc je fais mon caca nerveux, hein, je fais mon rebelle, et c'est pas mieux, parce que c'est une manière de se rendre autonome, mais en passant par une case une énergie de rébellion, qui est une case adolescente en fait. Hein. L'autonomie, le mot autonomie, je ne sais pas si vous savez, il y a auto qui veut dire soi et nomi qui veut dire loi. Hein. Donc c'est une manière de prendre de la distance par rapport aux lois. Mais l'autonomie, c'est l'adulte en nous. C'est pas le soumis ou le rebelle. Hein. C'est une manière d'obtempérer à partir de notre d'état du moi adulte, qui lui reprend les commandes pour pouvoir trier au niveau des informations qu'est-ce qui est le plus juste à ce moment-là, ici et maintenant, de décider. Et peut-être que demain, je vais basculer dans un autre camp. Mais à l'instant T, voilà, ce qui est le plus approprié, c'est ça. Voilà. Et c'est pas rigide en fait, hein. C'est ça la différence. Ça peut varier et c'est souvent une interrogation à partir d'un endroit où on a toutes les informations. Hein, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes en mode soumis, en mode rebelle. Alors, je reviens sur ces histoires de ressources ou de difficultés parce que je n'ai pas tout noté. Les cadeaux.
Les cadeaux, ça peut être quelque chose de positif, ou les cadeaux, ça peut être aussi quelque chose de négatif. Donc les cadeaux de Noël, soit déjà en préparatif. Moi, j'ai super la paix, je suis tellement heureux de préparer mes cadeaux, de les choisir, de faire plaisir. Hein. Donc il y en a qui sont altruistes et qui adorent préparer les fêtes de Noël ou faire à manger pour toute la famille, etc. Donc ils se réjouissent à l'idée de faire plaisir, d'accord ? Et ils se mettent beaucoup la pression avec ça. Alors quel cadeau je vais choisir? Qu'est-ce qui pourrait ne pas leur déplaire? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Et il y a toutes les histoires. Alors, en négatif, ça c'est le côté positif, je me fais plaisir à l'idée de faire plaisir. Et en négatif, et de recevoir aussi, je reçois mon cadeau, waouh, super, je suis content. Mais des fois, vous savez, ça passe dans le côté super négatif. Bon, quel est le cadeau que je vais lui faire? Merde, il va falloir que je trouve le cadeau. Oh, encore le... Oh, va falloir faire les magasins. Oh, la prise de tête sur les cadeaux. Et puis, je sais pas, ça se trouve, c'est pas le bon, etc. Et puis, vous arrivez donc dans votre famille. Bah non, finalement, c'est quoi ce cadeau? C'est pas ce que je voulais. Et puis, ils ouvrent leur cadeau, ils sont déçus. Alors, les histoires de chouchous, eh bien, ça y va sur les chouchous. Oui, mais ma sœur, elle a le meilleur cadeau que moi. Et moi, je voulais pas celui-là. Et c'est tel cadeau. Et c'est toujours pareil. C'est toujours elle la chouchou, c'est pas moi. Vous voyez, les histoires de famille comme ça. Hein. Donc les cadeaux, ça peut être aussi ambivalent. Hein. Soit ça peut être plus, ça peut être moins. Mais ça peut être très prise de tête, ces histoires de cadeaux. Mais comment éviter ça? Moi, j'en sais rien. Comment éviter ces histoires de délit, enfin tout le côté sensible autour des cadeaux de Noël, cette prise de tête. Hein. Voilà. En même temps, très souvent, les gens peuvent être soit contents, soit déçus, soit ils revendent leurs cadeaux. Et voilà. Donc on se met la pression, quoi. Hein. Ça peut être anxiogène, cette histoire de cadeaux de Noël. Ou pas, selon comment vous prenez ça par-dessus le bras. Hein. Certains vont être les indifférents à Noël, ils vont se dire j'en ai rien à foutre des cadeaux de Noël, de toute façon je fais minimaliste et je m'en tape. Mais quelque part en eux, il y a souvent quand même cette peur de déplaire. Hein. Même les indifférents, ils ont souvent peur de déplaire. Alors ça, c'est les cadeaux. Donc je parlais du faire des efforts, je parlais... de l'obligation avec pour moi j'avais aussi vu quand j'ai construit cette conférence, je me suis dit que si on se sent, ceux qui se sentent obligés de fêter Noël en famille, probablement qu'il doit y avoir aussi dans leur tête quelque chose autour de tu honoreras ton père et ta mère. Vous savez, ce commandement là qui traîne, qu'on appelle la pédagogie noire, qui est vous devez de rendre des comptes. Vous avez des comptes à rendre avec vos parents jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Donc ça peut être vécu comme une obligation de par cette instruction qui est mise à l'intérieur de nos esprits sans l'avoir distancée. Tu honoreras ton père et ta mère. Parce que c'est vrai que Noël est une institution familiale, hein, c'est une fête, mais c'est une institution familiale, un peu comme le mariage, c'est une institution. Donc il doit y avoir des codes comme ça, des règles de conduite qui sont dans l'inconscient collectif, dans lequel on n'a pas prise. Et je pense que tu honoreras ton père et ta mère, hein, je m'engage à leur rendre honneur, et ça rentre dans ces histoires d'obligation bien souvent, où les gens se disent « Ah, c'est Noël, donc je me dois d'aller une fois par an au moins les visiter. Je ne peux pas ne pas faire ça, ne pas leur faire ça quand même. » Alors qu'ils n'en ont peut-être pas du tout envie et que peut-être pour eux, c'est très douloureux d'aller retrouver la famille d'origine, si c'est une famille toxique par exemple, qui ne se sentent pas du tout libres de ne pas y aller. Hein. Donc est-ce que c'est vraiment judicieux en tant qu'adulte de continuer à se faire souffrir et à se martyriser, à retourner de manière obligatoire dans sa famille d'origine et à se remaltraiter toujours et encore? Parce qu'une chose que je n'ai pas encore pointée, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans les fêtes de Noël en famille, c'est la notion d'activation, et ici c'est négatif, des blessures de l'enfance. Alors, on va retrouver toute cette actualisation, cette sensibilisation aux blessures de nous quand on était enfant. On se retrouve en famille un peu avec toute cette mémoire de notre enfance, cette mémoire de nos traumas, du développement de notre enfance. Et cette mémoire, souvent, le problème qu'on a, nous les adultes, par rapport aux animaux, c'est qu'elle n'a pas été archivée.
Donc, nos traumatismes de l'enfance, hein, qu'on ait eu des parents trop autoritaires, ou des parents négligents, ou abusifs, ou des parents donc pas assez protecteurs, bref, des parents qui n'étaient pas à la hauteur de leur mission de parents. Donc, ça va nous laisser des traces, hein, c'est tout le travail de la thérapie d'ailleurs, hein, c'est nettoyage de ces traces traumatiques. Donc, ça va nous laisser des traces et nous impacter encore et toujours dans notre peau d'adulte, de manière indélébile. Et donc, ce qu'on fait en thérapie, c'est de déconstruire ces schémas, hein, cette mémoire qui reste en trace et qui nous impacte et qui nous font voir les choses comme si on était encore des enfants. C'est-à-dire qu'on voit comme si on était encore petit, alors qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui, qu'on pourrait dire, bah voilà, je retourne dans ma famille pour passer les fêtes de Noël, mais aujourd'hui, je suis grand. Si vraiment il commence à me faire des reproches ou à être autoritaire ou à exiger des trucs de moi et que je veux pas, je suis pas en danger. Je suis un grand maintenant, je peux dire non, je peux mettre mes limites. Mais en fait, comme on n'a souvent pas tous nettoyé, et quand bien même on a déjà fait du travail de thérapie, ça ne veut pas dire qu'on a tout libéré, hein, on n'a pas tout nettoyé. Et donc bien souvent, et ça c'est la limite de la thérapie, on arrive encore dans notre âge adulte avec cette mémoire de nos traumatismes et de nos blessures de l'enfance toujours vivace, et ce n'est pas archivé. Ce qui fait qu'on se reblesse dès qu'il y a un stimulus. C'est-à-dire que si nos parents reviennent à la charge avec les mêmes exigences, les mêmes attentes sur nous, les mêmes comportements, attitudes qui nous déplaisaient, qui nous perturbaient enfants, on va réagir dans la même sensibilité, comme si on n'était pas capable de gérer ça dans notre peau d'adulte, en se mettant à distance et en étant indifférent, ou en étant dans j'ai les compétences de mettre mes limites et de me comporter comme un adulte. Mais c'est souvent pas le cas parce qu'il y a cette mémoire et cette difficulté d'archivage. Les animaux, je disais, n'ont pas ça. Tout simplement parce que ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux, imaginez, quand il y a une gazelle qui a 2 doigts de se faire prédater par un lion, eh bien, elle va se figer, elle va faire la morte pour éviter de se faire bouffer par le lion. Donc, elle va avoir hyper peur. Donc, dans le figement, il y a 100 000 volts. Mais si elle ne se fait pas bouffer, quand le lion, si le lion disparaît et si elle ne se fait pas manger par le lion, elle va archiver cet événement traumatique en sautant dans tous les sens, en tremblant et en déchargeant, en évacuant toute la charge traumatique, les 10 000 volts de peur et de peur et de frayeur qu'elle a eu. Elle va le décharger juste à la sortie de l'événement traumatique. Et elle va remettre les pendules à zéro, cette gazelle. Ce qui n'est absolument pas le cas chez les humains. De manière physiologique, nous, on n'archive pas. Ou très mal. C'est-à-dire que vous ne voyez pas si votre père vous engueule ou vous maltraite quand vous êtes petit. Déjà, vous ne pouvez pas riposter quand vous êtes petit parce que l'autre, c'est un géant et vous êtes tout petit. Et en plus, c'est ambivalent parce que vous voulez garder l'amour du père. Donc, vous êtes attaché à ce seul père et unique et donc vous voulez garder l'amour du père. Donc, vous ne pouvez pas non plus l'assommer ni le massacrer. Et même si elle est alcoolique et violente, donc vous allez tout faire pour vous sacrifier vous, mais vous ne pouvez pas riposter. Donc vous n'allez pas du tout archiver, ni sauter dans tous les sens, ni massacrer, taper sur un gourdin pour taper votre père, du tout, du tout. Vous allez vous figer et mémoriser et ne pas archiver cet événement. C'est ça qu'on fait, on n'archive pas les événements, on ne remet pas les pendules à zéro. Ce qui fait qu'on reste avec ces traumatismes de l'enfance intacts, donc on se balade sur des volcans, hein, on est sur des charges énormes, et donc on réactualise sans cesse ces blessures de l'enfance, et donc les retrouvailles avec la famille peuvent être source de déclenchement de ces stimulus, puisqu'on se remet dans le même bain, dans le même contexte, donc c'est facile de déclencher. Vous comprenez cette affaire ? Évidemment, si vous êtes à distance, à l'autre bout du monde, avec votre nouvelle famille que vous avez, vous, choisie triée sur le volet, eh bien, vous avez normalement choisi, a priori, on peut imaginer que vous avez choisi une famille ressource, une famille d'adoption, une famille de cœur qui vous va bien. Donc, c'est votre nouvelle famille. Mais la famille d'origine, sauf si vous êtes tombé sur une famille super, une famille sécure, une famille protectrice, une famille géniale, mais sinon, si vous êtes tombé, vous avez subi une famille plutôt dysfonctionnelle, ben, c'est pas de bol, mais n'empêche que c'est comme ça. Donc, quand vous y retournez dans cette famille, ça risque vous risquez de vous faire remaltraiter, hein.
Donc si vous n'y arrivez pas aux fêtes de Noël, si vous n'avez pas l'équipement pour mettre vos limites, pour archiver tous ces événements du passé, avoir un peu mis de la conscience là-dessus, avoir fait un petit travail de nettoyage et avoir une compétence de gérer et de mettre vos limites, vous allez vous retraumatiser toujours et encore. Donc ça, c'est embêtant. Donc faites gaffe à l'approche de ces fêtes de Noël, regardez jusqu'où vous êtes capable d'y retourner sans vous remaltraiter et que ça puisse se gérer tranquillement. Moi, je rappelle que moi, mon objectif, ma visée quand je fais des conférences ou quand j'accompagne dans mes ateliers, c'est vraiment pour alléger la souffrance des uns et des autres pour que ça puisse se gérer avec plus de paix, plus de tranquillité. Donc c'est pas toujours le cas et vous comprenez mieux pourquoi vous vous faites souffrir quand vous retournez dans votre famille alors que normalement, socialement parlant, la fête de Noël devrait être, c'est ce qui est conçu dans les esprits, c'est-à-dire que les personnes s'imaginent que ça devrait être un moment heureux. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a un tel décalage souvent entre l'idée qu'on se fait que ça devrait être un moment de joie, de retrouvailles familiales, donc un moment serein, un moment de partage. Et en fait, il y a une grosse déception si ce n'est pas le cas, puisqu'on s'imagine que ça devrait être comme ça. Donc c'est une idéologie de nouveau, et vous savez que dès qu'on construit un idéal, je le dis à chaque conférence, à chaque fois que vous m'entendez parler, je dis toujours la même chose, mais je le redis, ici c'est sur l'idéologie familiale, c'est pas l'idéologie romantique, on n'est pas dans le thème de la relation amoureuse, mais c'est pareil, dans l'idéologie familiale, j'ai le représenté qu'une famille devrait être unie et devrait m'aimer de manière inconditionnelle. Et ça devrait se passer comme ça. Sauf que plus vous avez un idéal en tête, plus vous allez être déçu, parce qu'il y a un grand écart, en général, entre l'idéal et la réalité, puisque nous sommes tous des êtres imparfaits, et que votre famille et vos parents sont imparfaits, vous aussi d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'accepter aujourd'hui vos parents, vos sœurs, vos frères, à l'endroit, ce que je disais au début, à l'endroit où ils sont, et pas à l'endroit où vous aimeriez les trouver. Voilà. Et ça va vous détendre un peu. Ce qui n'est pas toujours évident. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans le côté... ouais, moi ce qui m'intéresserait, en même temps que vous vous questionnez, ce qui m'intéresse c'est pour vous de vous interroger sur qu'est-ce qui vous active le plus à l'idée de passer Noël. Est-ce que c'est la fête commerciale? Est-ce que c'est une personne que vous avez dans le collimateur ou qui vous fait peur, votre mère, votre père, que vous avez retrouvé, votre grand-père, je sais pas, bon bref, votre sœur, votre frère, votre belle-sœur, enfin quelqu'un que vous avez dans le collimateur, vous ne supportez pas. Ça peut être ça, j'en avais une hier qui me disait j'ai la fille de mon mari, avec tous les familles recomposées qui va venir, je la supporte pas, je stresse à l'idée de la voir, mais comment je vais faire? Donc elle se prend la tête avec ça. Alors je lui donnais des indications, je lui dis, alors comment tu peux te mettre un peu plus en paix, quelles ressources tu peux trouver pour arrêter de te prendre la tête 3 semaines avant quand même, parce qu'on était 15 jours avant, on se prenait la tête 15 jours avant, va savoir comment ça va se passer, surtout que c'était une soirée, c'est une soirée, une journée, c'est pas grand chose, mais on voit comment cette période peut être agitée, toute cette festivité crée de l'agitation et de la tension, et il ne faut pas grand-chose pour que les gens se rajoutent de la pression sur des conneries, quoi, entre guillemets, alors qu'elle le vit comme vraiment quelque chose de dramatique, ou grave, quoi. Donc voilà, donc comment ça vous active? Est-ce que c'est une personne qui vous active? Est-ce que c'est, je disais, la fête commerciale? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est de retourner dans la maison familiale? Vous savez, la maison, la maison familiale, rien qu'à l'idée. Ça peut être un ancrage négatif ou un ancrage positif, la maison familiale, comme je l'ai dit au début. Est-ce que c'est... ouais, qu'est-ce qui vous active? Est-ce que c'est l'idée qu'à Noël, il faut faire des fêtes? Voilà, il faut fêter. Donc, vous êtes énervé à l'idée de... Il faut faire comme tout le monde, il faut fêter. Voilà. Moi, je peux avoir ce truc-là, le côté un peu rebelle sur... voilà, c'est l'heure de faire la fête. Donc c'est le moment. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je ne sais plus qui c'est qui disait. C'était Maupassant dans le Horla qui disait c'est bizarre que les gens choisissent à date fixe d'être heureux. Comme si dans les fêtes, il y a un moment pour être heureux. Voilà, c'est l'heure. Voilà. C'est une obligation morale.
Et puis, ben, on ne sait pas, mais s'il n'y a pas ces dates qui sont ritualisées, eh ben, on ne peut pas être heureux. Non, non, c'est l'heure de la fête, là. Alors, réveillon, c'est pareil, hein, je n'ai pas parlé du jour de l'an, mais c'est la même idée. Hein. Donc là, c'est l'heure de réveillonner. Alors, hop là, on va festonner, les cotillons, les machins. Non, mais, voilà, parce que sinon, vous n'êtes pas comme les autres. Donc, il y a une heure pour ça, il y a une heure pour autre chose. Non, bon, voilà. Donc, il y en a que ça les agace beaucoup, ça peut les activer fort. Et d'autres, ils se disent, bon, allez, c'est l'occasion, une fête, c'est toujours bon à prendre, hein, on va pas s'embêter. Voilà, faut profiter, carpe diem, on entend. Hein, ça, c'est ceux qui sont dans le côté ressourçant. Carpe diem, oh, toutes les fêtes sont bonnes à prendre, allez, toutes les fêtes qui passent, Noël, avant, il y avait quoi, là, avant Noël? On a eu la citrouille, là, c'était quoi? Halloween. Avant, il y avait, je sais plus, il y a des fêtes toutes les 5 minutes, hein, donc le marketing s'en est emparé, donc il y a tout le temps des fêtes. Donc il y en a qui disent « Ah, c'est l'occasion de faire une fête, nous allons festoyer, voyez, voilà. » Voilà. Donc regardez si ça vous active en termes de stress positif ou de stress négatif, mais attention, attention, parce que le stress positif ou négatif, l'activation, même si vous le vivez comme un stress positif, faites attention, on est dans une période hivernale, donc notre organisme est fatigué en général, il a besoin de ressources, de se poser, et le stress positif est quand même un stress. Donc ça veut dire que c'est une activation dans le système, et il se peut que votre système soit débordé par trop de stress. Trop de stress positif ou négatif, ça peut créer un débordement, et votre organisme il peut se retrouver complètement à plat. En plus de tout ce que j'ai cité, de ces histoires de retrouvailles et de blessures familiales ou de conflits familiaux éventuels. Donc tout ça, ça peut aggraver votre cas. Donc vraiment, pour moi, ce qui me semble important, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de vous. Et pour moi, l'équilibre, hein, ce serait d'être ni soumis ni rebelle. Vous avez bien compris, ma posture à moi consiste à vous aider à vous sentir ni soumis ni rebelle dans ces fêtes de Noël, mais plutôt à être dans quelque chose de comment je peux prendre soin de moi à un endroit qui est juste pour moi. Et je peux l'évaluer que comment? Qu'en fonction de mon ressenti physique, de sentir dans mon corps si c'est OK pour moi d'y aller ou pas, si c'est OK pour moi de m'exciter sur les cadeaux ou de m'exciter sur la préparation, je vais faire la cuisine pendant 3 jours, je vais faire le ménage, machin à fond, le nettoyage de la maison pour que tout soit en ordre. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je sais prendre soin de moi à cet endroit-là? Parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi, hein, déjà. Donc c'est vraiment important, indépendamment du côté se conformer, faire plaisir, qui peut être une injonction souffrante, hein, qui va mettre à mal votre organisme et vous allez sortir de là complètement crevé. Donc si vous êtes déjà dans un état de stress avancé lié à votre travail, à vos relations familiales, de couple, machin, tout ça, vous allez sortir de là cuit. Donc c'est pas une bonne idée. Donc regardez déjà avant de partir dans toutes ces festivités, y compris les festivités positives, hein, n'oubliez pas, hein, même si vous rajoutez des couches de ouais on fait la fiesta, on s'éclate et tout, n'empêche que des fois vous sortez de là complètement épuisé. Et là vous faites pas du bien. Donc pour moi le plus important c'est d'apprendre à s'aimer, mais s'aimer c'est prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur, de s'écouter en fait. Est-ce que c'est juste ou pas pour moi d'aller là, de pas aller là? Et ça peut être que dans le rythme interne. Ça revient en fait à un travail toujours de retournement sur soi et de s'écouter dans son intériorité, dans le silence, faire silence, se poser et écouter son rythme. Hein, et de ne pas partir bille en tête sur il faut, parce que il faut faire des efforts, il faut faire plaisir, il faut faire comme tout le monde, c'est l'heure de faire la fête, c'est l'heure de ne pas déplaire, c'est l'heure de... Bon, très bien, mais est-ce que ça aggrave votre cas ou pas? Voilà, donc ça va être vraiment la question, jusqu'où vous savez vous mettre en contact avec l'enfant intérieur qui est en vous et vous faire du bien. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur le plus et le moins, hein, le côté ressourçant ou le côté difficulté de l'épreuve que peut être Noël. J'aimerais bien avoir soit des témoignages, soit des questions. Ça m'intéresse toujours d'avoir... là, j'ai un peu de temps, là, c'est parfait, hein, j'ai encore 20 minutes. Soit sur des témoignages sur comment vous vivez les fêtes de Noël en famille, ou des questions là-dessus, ou
Ouais, des témoignages ou des questions sur vous et Noël en famille, vous et Noël, vous et cette période. Est-ce que ça vous active? Comment ça vous active? Est-ce que c'est plutôt une épreuve? Est-ce que c'est plutôt une ressource? Voilà. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Je vous fais passer le micro. Vous parlez dans le micro, hein, ça enregistre. Hein, parce que c'est toujours, mes conférences sont toujours reproduites sur ma chaîne YouTube. Ouais? Alors, qui veut dire quelque chose? Et alors, n'attendez pas la fin de la conférence. Pour venir me voir en solo, ils font toujours ça, hein, j'en ai ras le bol. Ah oui, alors moi j'ai un truc à dire. Bah, fallait dire devant tout le monde, hein, c'était mieux. Après, je suis plus là. Donc, si vous avez quelque chose à le dire, en plus, ça intéresse tout le monde. Hein. Quand quelqu'un pense à quelque chose, en général, ça concerne tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Oui, super. Magnifique. Ah, tiens, je te passe le micro. Alors, vas-y. Voilà, voilà. Bon, moi, vous m'entendez là, oui. Le problème de Noël, c'est vous n'avez pas vraiment parlé de mon problème, si on peut dire. Bon, nous avons 2 filles, oui, qui n'ont pas d'enfants. Oui. Pour moi, Noël, c'est la fête des enfants. Enfin, oui. Oui, c'est normalement censé être la fête des enfants, le Père Noël. La frustration est là parce qu'on n'a pas de petits-enfants. Ah. Donc, c'est une blessure. Oui, une déception. Hein, une déception voilà. Par rapport à la notion de la famille qui s'expanse. Hein, la famille qui a des descendants. Donc, Noël, oui, ça peut être un regard comme ça, posé sur le manque. Hein, Comment remédier à ça, voilà. Parce que tout le monde parle, oui, les petits. Les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, on offre les cadeaux, ils vont être là. Donc il y a toujours une capacité chez l'humain, vous remarquez, à penduler, on appelle ça, nous, dans le jargon psy, à penduler dans le manque. C'est-à-dire, quand on touche le côté sympathique, qui est « ah ouais, c'est une fête », on peut penduler vite dans le manque, c'est-à-dire dans ce que je n'ai pas, que j'aimerais avoir. Bon, toujours dans l'idéal. Hein. Donc ça peut faire toucher justement, ah oui, mais j'aimerais tellement, mais j'ai pas le droit à ça, parce que bah oui, mes filles ne se sont pas casées, donc elles n'ont pas fait d'enfants, donc je ne serai pas une grand-mère, et donc, oh mon Dieu. Alors si ceci existe, c'est parce qu'il y a une identification au rôle de grand-mère ou à la fonction maternelle. Hein, donc ça veut dire que ça a été quelque chose d'important pour vous dans votre parcours de vie. La fonction mère, voilà. Donc c'est un investissement, parfois même un surinvestissement, une identification. Ça veut dire, c'est un endroit, ce qu'on appelle une zone aveugle. C'est j'ai fait un copier-coller avec cette fonction mère ou grand-mère, qui est ce rôle est important. Donc être mère, c'est important. Et il y a souvent un surinvestissement de cette fonction au détriment du reste. Et du coup, ça fait souffrir de manquer de ça, soit parce que les enfants grandissent et partent de la maison, donc il peut y avoir une première blessure qui est le nid, et le nid est... Il n'y a plus le nid, quoi. Ils sont tous partis, donc il n'y a plus personne. Et une deuxième blessure qui est, mais les enfants, au fait de Noël, ça réactualise la blessure que je ne suis pas une grand-mère, et là, c'est les boules, parce que j'avais déjà surinvesti auparavant ce rôle de mère. Et que du coup, j'ai envoyé comme message probablement à mes enfants que c'est important d'être une mère. Alors j'avais fait une conférence sur l'horloge biologique il y a l'année dernière, je crois il y a 2 ans, je ne sais plus, sur la considération justement que les femmes qui ne font pas d'enfants, dans certaines sociétés ou dans certaines familles et dans certaines cultures, ça ne le fait pas. Et dans d'autres cultures, on commence à entendre cette désidentification de cette fonction mère qui est bah, c'est pas grave, tu ne fais pas d'enfants, c'est pas une fin en soi, hein, tu fais des enfants, tu fais pas d'enfants, t'en as c'est bien, t'en as pas c'est bien. Donc on va trouver de nouveau, est-ce que je peux faire un pas de recul et me décoller de cette identité de la mère et de la grand-mère, et que ô combien c'est important d'avoir des enfants, et que Noël c'est les enfants, et de dire mais ok, est-ce que c'est si important que ça? Donc c'est déconstruire cette identité, hein, et de profiter du bon que ça peut avoir, de simplement retrouver les filles. Sans enfants certes, mais c'est simplement une occasion de se retrouver en famille. Ça voudrait dire faire un pas de côté quand même, hein, parce que c'est incrusté la fonction mère ici. Quand c'est enquisté, incrusté, ça veut dire que déjà maman, au-dessus de moi, mes grands-mères, considéraient souvent que c'était important de faire des enfants, ou que j'ai investi la fonction mère
Parce que pour des raisons XY, il n'y a pas de hasard là-dedans. Pourquoi? C'est une question à se poser. Pourquoi je me suis investie là-dedans d'ailleurs, hein? Donc quand il y a trop d'investissement dans une sphère de ma vie ou dans une fonction professionnelle, mère, amante, épouse, dès qu'on s'identifie à une fonction, on surinvestit, on se fait souffrir, on va manquer de quelque chose. C'est tout le temps comme ça. Ça ne rate pas. Donc là, il y aurait à regarder et à prendre les choses un peu plus cool en prenant le bon. Et ça va être ça, c'est aussi ce que je veux dire. Si vous voulez diminuer le stress à Noël, est-ce que je peux prendre le bon, c'est-à-dire regarder ce que j'ai plutôt que de regarder ce que je n'ai pas, que je voudrais? Parce que là, c'est ça l'écart, hein, entre l'idéal et le réel. Et on peut toujours trouver des choses qui nous déçoivent parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas là, qui devrait être. Donc on peut se prendre la tête avec ça. Mais on peut dire aussi, voilà, si je me prends moins la tête et je me dis, bon, finalement, le principal, c'est qu'elles soient en bonne santé, hein, elles sont là. Bon, puis voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, ma foi, est-ce que c'est si grave que ça? Alors c'est ça, est-ce que j'en fais une maladie ou pas, hein? Ou pas? Voilà, donc après, je ne suis pas non plus complètement énervée sur le côté positif à tout prix, parce qu'il y a je le dis aussi souvent ça, il y a une mode de mettre l'attention que sur ce qui va bien. Alors que moi, je ne suis pas pour ça. Je suis aussi d'accord pour voir les manques aussi. Ok, je vois que je manque de ça. Je ne vais pas me dire « Ah, ça n'existe pas ». Oui, ça existe. Je regarde pourquoi ça existe. Donc là, on l'a vu, il y a un investissement sur la fonction mère et grand-mère. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester scotchée là-dedans. Je peux aussi regarder l'endroit où je suis en gratitude de voir mes filles, à être en bonne santé. Mais je vais pas non plus faire genre « Ah ben non, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, toute la journée, tout va bien, je vais bien » et nier le fait que je suis triste. Je peux aussi reconnaître le fait que je suis déçue et triste, qu'elles n'aient pas de petits-enfants, sans en faire un problème majeur et être complètement obsédée par ça, pour gâcher ma fête. Hein, voilà, c'est l'histoire. Ça, c'est toujours nuancé chez moi. Mes propos sont toujours très plus et moins, moins et plus, mais pas que plus ni que moins. Hein, voilà. Autre question? Ou autre témoignage? Ouais, vas-y. Merci. Alors, moi, je n'ai pas eu de problème par rapport à ma famille, à moi, qui était une famille qui fonctionnait correctement, je vais dire, ni du fait d'aller passer Noël chez mes parents. Mais bon, ma mère est décédée il y a très longtemps, donc du coup, oui, c'est un peu moi qui ai repris le flambeau. Par contre, il est arrivé une chose très dramatique à ma fille le jour de Noël, l'après-midi de Noël. Et quelque chose de très très grave. Et depuis, effectivement, les Noëls sont des épreuves. Ah bah oui. Parce que c'est associé à cet événement, voilà. Bien sûr. Elle est terrorisée à l'approche de Noël. J'ajoute qu'elle a quand même des troubles psy assez importants qui ont été effectivement, qui étaient déjà là, mais qui ont été accentués par ce drame. Et donc, voilà, un mois avant, c'est comment ça va se passer. Oui. C'est les dates anniversaires, ça. Hein. Voilà, ça c'est terrible. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Moi, j'ai une amie qui a perdu son papa le jour de Noël, donc il y a plein de blessures comme ça. Donc, alors, je ne sais pas, mais en même temps, je suis obligée d'assurer le repas de Noël. Bon. Oui. L'an dernier, il y a une de mes filles qui m'a dit écoute, je viens pas, je pars en voyage, ça t'ennuie pas? J'ai dit mais pas du tout. Ça m'arrange. Voilà. Genre entre parenthèses. Oui, parce que sinon je c'est joue trop un peu activant le pour casque toi. bleu Oui. de l'ONU déjà, parce qu'en plus du coup ma fille elle est très mal, donc oui. Ça se passe pas bien quoi. Oui. Et cette année, c'est mon fils qui est pas là. Alors là aussi, maman, ça t'ennuie pas et tout. Non. Fais ce que tu as à faire, c'est pas un problème. Donc effectivement, j'avoue que pour moi, cette période n'est pas tellement liée à des choses positives. Ressourçante, voilà. Ouais. Et j'ajoute que moi je suis plus vraiment pratiquante ni même croyante depuis des années, donc il n'y a même pas ce côté. Parce que moi, je trouve que c'est ça, le côté sympa, effectivement, la consommation en excès. Bon, je fais des cadeaux, mais j'estime qu'il y a trop, quoi. Il y a trop. Les enfants,
couvert de jouets, de trucs dont ils fichent rien, quoi. C'est un peu... en plus, j'ai vécu pendant des années dans un pays, certes qui était musulman, mais où quand même une sorte de Noël se fêtait dans certains milieux. Et en tout cas, les enfants, même dans un milieu aisé, avaient beaucoup moins de cadeaux parce que d'abord, on ne trouvait pas autant de jouets. Et chaque fois que je revenais en France, oui, j'étais un peu choquée par cette abondance de choses. Voilà. Ça, c'est mon expérience de Noël. C'est un peu particulier, mais... Oui, après les dates anniversaires, c'est un peu... Ça va augmenter le facteur stress et activant. Donc c'est bien que tu prennes soin de toi. Ce que j'ai dit, hein, c'est n'oubliez pas que quand vous êtes en situation de stress, la question qui se pose toujours, c'est comment je peux augmenter les ressources dans cette situation pour que je sois un peu plus en paix, un peu moins, et pas augmenter le stress toujours et encore, voire nommer, hein, dire écoute, moi c'est une période qui me met en activation, quoi. Donc me rajoute pas des couches. Enfin, je vais pas me rajouter des couches et des couches parce que déjà je suis déjà au bord de la fragmentation, tu vois. Donc l'idée c'est de baisser un peu la pression. Oui, je sais, mais enfin, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut gérer la pression qu'il y a chez les autres, et c'est ça, en fait. Oui, en même temps, le côté sauveur des mères et des pères, là, hein, je suis censée faire de jouer toujours au sauveur, c'est juste pas possible parce que, d'abord, vous avez affaire à des grands, c'est méconnaître qu'ils ont des compétences, elle peut aussi se faire traiter, ou se faire, enfin, tu vois, ou je sais pas, trouver des amis, ou je sais pas quoi, mais vous pouvez pas toujours... faire tout le boulot à leur place et les surprotéger, enfin les protéger envers et contre tout, et même des fois c'est inefficace, hein, c'est même contre-productif parce que votre pression, votre agitation, si vous êtes des parents qui veulent trop bien faire et faire tout pour les enfants, à un moment donné, eux ils se disent oh là là, elle est tellement stressée maman, je vais pas lui rajouter une couche, donc je vais pas lui dire que je vais pas bien, donc on arrive dans des machins comme ça, la mère qui veut trop bien faire et l'enfant qui se dit oh, elle est déjà hyper stressée, je vais pas lui rajouter, donc on s'en sort plus là, tu vois. Ça devient compliqué. Donc peut-être faire ce que votre boulot de parent, hein, 50%, mais de ne pas investir non plus un rôle de sauveur de celui ou celle qui veut trop bien faire, trop aller au secours, trop protéger, trop... voilà, c'est étouffant. Et c'est méconnaître que votre enfant est devenu grand et qu'il a des compétences aussi pour trouver des ressources aussi, pour faire face à ces drames de la vie, tu vois. Voilà, et faire une alliance à l'endroit où c'est OK pour elle que tu interviennes. Mais si tu arrives si tu interviens trop, ça devient inefficace. Hein. C'est un peu étouffant. Voilà. Bon. C'est toute la question, là. Hein. Ni trop, ni trop peu. À la demande. Voilà, à la demande, mais pas plus, n'en fais pas trop. Hein. Elle est quand même importante. Bon, voilà, ça va faire à suivre. Un peu mieux cette année. Voilà. OK. D'autres questions sur les... ou d'autres témoignages sur vos festivités à Noël? Alors, on était sur les cadeaux des enfants, hein, comme quoi il y a beaucoup d'enfants qui ont trop de cadeaux. C'est vrai que les enfants jouent, moi je suis d'accord avec ça, hein. Il faut que les enfants ils peuvent jouer avec des brindilles. Et voilà. Bon, mais après, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de conforme, hein, une norme sociale, d'offrir des cadeaux neufs aux enfants, pour la surprise, de les voir les déposer au sapin. Alors l'histoire, voilà, le sapin, la bûche de Noël, le feu aussi. Et tous les symboliques qui sont importantes dans Noël aussi. Le feu de cheminée. On attend la chaleur affective, la chaleur d'une famille unie, soudée, tu vois. Le feu, c'est chaud. Donc tout ça, c'est des représentés qui collent les gens dans des attentes. On attend que ça se passe comme ça. Voilà, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, les boules, les guirlandes, ça brille. On attend que ça soit quelque chose de brillant. Donc, il y a de la déception à la hauteur des attentes. Hein. N'oubliez pas que plus vous avez des attentes, donc comment ça doit se passer, plus vous risquez d'être fort déçu. Donc, peut-être vous pouvez y aller avec moins d'attentes. Voilà, c'est pas parce que ça fait bling-bling et qu'on doit aller dans un clan soudé que ça se passe comme ça. Et si vraiment ça ne se passe pas bien, je vous rappelle qu'il y a des familles de cœur, c'est-à-dire votre famille que vous avez choisie. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui aujourd'hui font des Noëls en famille avec leurs amis, en fait, hein, ou alors avec les familles recomposées comme ça. Hein, ça existe aussi de plus en plus, ça. Voilà. Donc on s'autorise plus qu'avant
à pas faire ce Noël traditionnel parce que les traditions changent et ce côté très conservateur est en train de bouger dû à ces divorces, à ces familles recomposées. Voilà, et en même temps la tradition sécurise, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont attachées à la tradition? Parce que la tradition, c'est des règles, c'est conservateur, et les gens qui sont conservateurs vont aimer la sécurité. Et ceux qui ne sont pas très conservateurs, justement, vont aimer le mouvement et l'insécurité. Donc certains sont attachés aux traditions, d'autres pas du tout, d'autres s'en foutent complètement, hein. Vous avez remarqué. Sécurité, insécurité, on navigue toujours là-dedans. Est-ce que vous avez encore j'ai encore quelques minutes là, avant qu'il ne soit trop tard, des témoignages de période de Noël? Noël, la fête, petite chanson. Vous voulez pas chanter une chanson avec moi? Non, bon, vous êtes timide. Hein? Vous êtes timide? Ah, bon. Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions ou de témoignages sur vos histoires, pourtant c'est un sujet, après ils vont me dire « Oui, mais moi, à Noël, ça s'est passé comme ça, dans ma famille, je me prends la tête avec ma sœur, avec mon frère, avec mon père, avec ma mère. » Mais bon, trop tard. Bon, écoutez, on va donc s'en arrêter là. Donc, vous retrouverez cette conférence sur ma chaîne YouTube ou sur mon site à Véronique Cohn. J'ai aussi, si vous voulez vous inscrire sur ma mailing list, hein, si vous voulez être sur ma liste de diffusion où j'envoie une newsletter chaque mois et je vous informe de mes différentes interventions. Donc, j'interviens chaque mois ici. Mais je vais aussi mettre des conférences pour ceux qui ne peuvent pas venir à 20h à Castelnau. J'anime aussi des ateliers tous les mois de 2 jours sur les week-ends sur la relation amoureuse. Donc là, le prochain, c'est développer l'amour de soi pour rencontrer l'autre. Ensuite, c'est sur les mères célibataires. Comment vous, les mères célibataires, s'il y a des mères célibataires, elles peuvent mieux gérer leur vie amoureuse, faire le point sur leur vie amoureuse. Ensuite, j'aurai un atelier sur se reconstruire après les passages des pervers narcissiques. J'avais aussi travaillé sur les pervers narcissiques. Donc voilà, donc j'ai des ateliers sur développer le sentiment de sécurité intérieure et plein d'autres conférences qui me viennent à l'esprit selon vos idées. Les participants souvent me donnent des idées de nouvelles conférences ou ce que j'observe chez mes patients aussi. Voilà, donc merci, passez quand même de bonnes fêtes, hein, puisque c'est Noël. C'est le moment de passer aux fêtes. Et la prochaine conférence, elle a lieu le 16 janvier, le jour de mon anniversaire, et j'ai mis comme thème, je mets toujours un thème relatif à quelque chose qui me préoccupe. Donc là, j'ai mis on retourne sur les occasions spéciales en amour, on revient sur la relation amoureuse, les fêtes, les anniversaires, les déménagements, les mariages, les voyages, voilà, fêtes et occasions spéciales en amour. Ça sera pour la prochaine conférence. Merci à vous, et puis à la prochaine alors, hein. Et n'hésitez pas à venir donner votre adresse mail. Au revoir.